Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour un cours organisé par Midrash Yehuda Manitou. Et Georges, tu nous proposes de continuer avec les Juifs du Maroc et la vie au quotidien au Maroc. Bechavod et Chodesh Tov à tous les participants. Merci, Johan. Alors voilà, eh bien oui, Chodesh Tov, ça va être fin de la semaine. Et puis aussi encore Shana Tova, parce qu'on peut se souhaiter ça toute l'année, mais certainement jusqu'à fin Tishri. Et puis, j'espère que tout le monde va bien. Et on va commencer avec une bonne annonce et puis une moins bonne annonce. Malheureusement, il y a de tout. La bonne, c'est que nos amis Routi et Yitzhak Birman vont célébrer la bar mitzvah d'un petit-fils fin de la semaine. Donc, on leur dit Mazel Tov, on est très content pour eux. La moins bonne nouvelle, c'est notre ami André Greenspan qui a perdu son frère à Paris, à Rolamouet Soukot. Et c'était un peu compliqué. C'est un monsieur très âgé, il avait, je crois, 96 ou 99 ans, bien malade, mais bon, voilà, c'est la vie. Donc, on pense bien à André, Mazel Tov à Yitzhak et Routi, et on va se mettre au travail, puisque j'ai demandé déjà qu'on me communique les événements de famille pour que je puisse en parler, mais si on ne me les dit pas, moi, je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas journaliste. Voilà. Donc, un petit résumé de ce qu'on a vu il y a 3 semaines maintenant déjà, donc il faut rafraîchir un peu les mémoires. Nous avions parlé de l'arbitraire qui sévissait au Maroc. Il n'y a pas de justice pour les Juifs au Maroc, à l'exception des Juifs qui ont des relations personnelles avec le Cid ou avec le sultan ou avec le chef. Et donc, ces gens, relations personnelles qui sont le fruit de toutes sortes de compromissions. Et évidemment, ces personnes-là induisent une mémoire des Juifs du Maroc qui est différente selon le cas, selon l'origine de la famille. Et ces mémoires ne sont pas du tout contradictoires, elles ne sont pas les mêmes, mais elles ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Les deux mémoires sont exactes. Ensuite, je vous avais parlé de la bienveillance des sultans envers les Juifs. Alors, voir les sultans comme des gens bienveillants à l'égard des Juifs, c'est une approximation, c'est une perception assez superficielle, parce qu'en réalité, ça masque de véritables luttes de pouvoir au sein du royaume marocain. Les intentions des sultans à l'égard des Juifs conduisent à une haine des Arabes à l'égard des Juifs, parce qu'ils sont privilégiés, entre guillemets. C'est peut-être parfois le calcul machiavélique du sultan, ça n'est pas toujours le cas, c'est souvent aussi le résultat de pression de l'Alliance israélite universelle, nous sommes là au deuxième moitié du 19e, qui pousse, qui force le sultan en disant oui, c'est pas comme ça que vous allez nouer des relations avec l'Europe, vers une attitude plus tolérante. Ce qui n'empêche qu'il y a de multiples décrets du sultan interdisant la bastonnade, et quand on est obligé de répéter un même décret, cela signifie qu'il n'est pas appliqué, il n'est pas obéi. Et donc la bastonnade que je vous avais largement décrite continue, et c'est un calvaire pour les Juifs qui la subissent, c'est une véritable terreur. Bien. Alors, nous avions aussi vu qu'un Maxen fort, c'est-à-dire l'autorité du… Johan, j'aurais aimé que tu mettes en grand écran. Il a oublié, le monsieur. Tu ne vas pas demander, moi je te le dis Non. chaque fois. Tu regardes si tu peux le rappeler. Excusez-moi. Un Maxen fort, c'est-à-dire l'autorité du sultan puissante, signifie plutôt plus de liberté pour les Juifs. Un Maxen faible signifie et entraîne automatiquement la création de nouveaux mellahs, ce sera le cas à Rabat, à Marrakech et à Salé. Alors, les luttes de clans, parce qu'il y a de multiples clans au Maroc, de même que le changement de sultan, induisent automatiquement des périodes d'insécurité pour les Juifs et de grands dangers. Nous avons aussi vu que l'avancée des Européens, qui sont très bien reçus par les Juifs parce qu'ils sont synonymes de liberté à venir, donc les avancées des Européens se traduisent également là par des exactions contre les Juifs.
En 1897, on a un retour presque officiel de la bastonnade, toujours cette fameuse terreur des Juifs. Alors, c'est quoi cette situation? Les Juifs ont peur. Ils ont peur de plein de choses. Ils ont peur de la bastonnade. Ils ont peur de la prison. Ils ont peur de la police, où la police viole sans conséquence les femmes juives. Ils ont aussi peur de rapt pour obtenir des rançons et de l'argent. Et puis, ils ont peur aussi du bakshish, cet argent qu'on donne de la main à la main pour obtenir quelque chose, et très souvent, on n'obtient rien en plus en retour. Et moi, je n'ai jamais rien reçu. Voilà. Alors ça, c'est les peurs. Le bakshish, alors encore une fois, le bakshish, je vous rappelle que comme le vin est interdit dans l'islam, on ne peut pas leur donner de pot de vin. Donc, on leur donne des bakshish. Ça change tout. Ça change tout. Mais le bakshish est un système qui résout tous les problèmes, depuis les plus petits problèmes jusqu'aux plus grands. Donc, c'est une très bonne méthode, sauf que le bakshish est inaccessible aux pauvres. Ils n'ont pas l'argent pour, évidemment. En 1951, nous sommes là donc dans une période très récente, Jacques Lazarus, en voyage au Maroc, parle de la vénalité totale de la justice. Donc, une justice complètement vendue, complètement aux ordres du bakshish. L'arbitraire, dont je vous ai parlé tout à l'heure déjà, était aussi appliqué par le cheikh des Juifs. On en a parlé. Ce cheikh des Juifs, alors lui, pour le coup, il peut recevoir des pots de vin, parce que c'était permis chez nous de boire du vin. Donc, il lui faut des pots de vin pour distraire les Juifs de la vindicte de la police ou de la justice arabe. Donc, le cheikh des Juifs, le juif qui commande le chef de la communauté, lui également est soumis ou tributaire ou demandeur de pots de vin. La précarité, ça c'est quelque chose d'absolument permanent, et l'idée courante au Maroc est que vivre n'est pas un droit naturel. Avoir le droit de vivre est le résultat de convergence d'intérêts. Ce n'est pas un droit naturel. Imaginez-vous des générations de personnes qui ont vécu avec cette idée que s'ils vivent, ils ont beaucoup de chance parce que ce n'est pas normal qu'ils puissent vivre. Ça transforme une mentalité, ça transforme une disposition d'esprit et ça crée des gens qui sont terriblement abattus, renfermés, introvertis parce qu'ils ont peur de tout. Bien. Plus tard, un petit peu plus tard, quand arriveront les coloniaux, alors là, c'est intéressant, je vous ai parlé la dernière fois de l'IOT, des soldats français qui vont aider les Juifs du Méla de Fès en 1912. Il faudra très peu de temps pour que les coloniaux laissent réapparaître l'antisémitisme traditionnel des chrétiens européens, pour deux raisons. D'une part, pour ne pas insatisfaire les Arabes, et d'autre part, parce qu'ils ont un penchant tout à fait naturel à l'antisémitisme. Et donc, ils ne dénonceront plus à partir de 1916, et c'est une partie de ce qu'on verra ce soir, ils ne dénonceront plus les exactions des musulmans contre la communauté juive parce que ce n'est plus leur intérêt, tout simplement. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on a encore peur? On a peur du pillage du Méla. Le pillage du Méla s'accompagne d'enlèvements, de demandes de rançon, de conversion forcée et évidemment de viol. C'est une terreur permanente. Il y a des centaines de rapports de l'Alliance israélite universelle qui parlent du sadisme et de la cruauté des musulmans. Donc des gestes gratuits, pas sans but, sadisme et cruauté. L'Alliance israélite universelle va faire une erreur en pensant que les lumières qu'elles vont apporter dans le monde musulman vont changer la malveillance et la méchanceté des musulmans. Alors c'est intéressant parce que malheureusement, nous n'apprenons rien de l'histoire. Et aujourd'hui, dans notre pays, ici, on pense que la bienveillance
et la gentillesse feront changer les positions. Or, pas du tout. Pas du tout. Chaque geste de bienfaisance est interprété comme un geste de faiblesse. C'est une culture qui est différente de la nôtre. Les lumières ne fonctionnent pas là. Et nous devrions lire l'histoire pour savoir comment nous comporter aujourd'hui. Mais je fermerai la parenthèse parce que nous sommes dans une période assez sensible du point de vue politique dans notre pays. Mais je vais quand même vous dire quelque chose qu'a écrit l'historien Georges Bensoussan, et c'est vraiment très important. L'adoption par l'Empire ottoman d'une constitution protégeant les Juifs contre l'arbitraire et la malveillance des musulmans a exaspéré ces derniers. L'adoption d'une constitution qui protège les Juifs contre l'arbitraire et la malveillance des musulmans a exaspéré ces derniers. Or, c'est la première fois qu'on met en lumière que l'attitude haineuse des musulmans à l'égard des Juifs n'est pas que la conséquence aussi, mais pas que la conséquence du développement du mouvement sioniste, puisque c'est bien antérieur déjà, et c'est inhérent à un tout autre cursus intellectuel que l'opposition au mouvement sioniste. Voilà une idée extrêmement importante qui doit bien nous faire comprendre que la haine de l'islam à l'égard du judaïsme n'est pas exclusivement due à l'avènement d'Eretz Israël. C'est important de le savoir et de le retenir. Georges Bensoussan, c'est très très important, comme, à mon avis, comme point. Un des moteurs de la violence anti-juive dans le monde musulman est cette haine qui n'a rien à voir avec le sionisme. Le point d'orgue de cette haine musulmane à l'égard des Juifs sera l'établissement du protectorat au Maroc en 1912. Alors évidemment, les Juifs reçoivent très bien les Français et du coup, les Arabes se déchaînent, ce qui nous donnera une multitude de pogroms. Et j'avais terminé en vous racontant par le menu le pogrom de Fès de 1912, qui nous a été rapporté par le délégué de l'Alliance israélite à Fès, qui s'appelait Amram El-Maleh, qui nous fait une description extrêmement détaillée du pogrom lui-même, mais surtout des conséquences psychologiques, économiques, physiques, morales pour la communauté juive. Et j'avais insisté pour expliquer combien un pogrom, ce n'est pas juste un mot comme ça qu'on entend. Ouais, pogrom de juifs, il y en a eu plein en Pologne, en Russie, un peu partout, et au Maroc aussi. Oui, mais pogrom, ça recouvre une réalité terriblement douloureuse pour les gens qui l'ont subi et des conséquences sur des générations. Il ne faut pas l'oublier, et c'est pour ça que je vous avais expliqué ceci en détail. Voilà. Autre petit détail encore à propos des pogroms, je voudrais juste le rappeler en passant, c'est que les pogroms, avec les vols qui étaient commis dans les Mellahs, ont fait la richesse de receleurs très peu scrupuleux marocains, même quelques juifs, et aussi, et là c'est quand même plus surprenant, de grandes compagnies commerciales françaises qui négociaient des produits dont elles savaient parfaitement bien qu'ils sont le fruit de vols lors de pogroms. Voilà. Nous en étions là, et en fait, nous avons terminé pour le Mellah. Alors, on n'a pas terminé avec le Maroc, ça va encore durer un bon petit moment. On a terminé avec le Mellah, si vous voulez, l'aspect le plus dramatique, le plus dur, le plus difficile, le plus douloureux de la vie des Juifs au Maroc. Et je me proposais de commencer à nous intéresser un petit peu à la vie quotidienne, dont nous allons voir, là, il y a des nuances quand même par rapport à tout ce que je vous ai raconté de pas très, très sympathique. Alors voilà, fin du 19e siècle, nous avons l'administration interne des communautés juives est plus ou moins la même dans tous les pays du Maghreb, dans tous les pays du monde musulman. Donc, on va traiter ça un petit peu ensemble, mais pas spécifiquement le Maroc, parce que c'est un dénominateur commun de toutes ces communautés du Maghreb, essentiellement du Maghreb, Libye, Algérie, Tunisie, Maroc, et à l'exception des communautés du monde ottoman, où là, l'organisation interne de la communauté est différente, mais ça, nous le verrons quand nous parlerons du monde ottoman. Ainsi, en 1906, Shlouch, alors Shlouch, vous savez, je vous en ai déjà parlé souvent, c'est ce voyageur israélien qui est venu, qui a vu plein de choses, qui a fait beaucoup de rapports,
Il décrit un village souterrain en Libye, habité par 240 personnes qui sont groupées autour de 6 cours, des petites cours, et au milieu, il y a une synagogue. Le toit de la synagogue affleure à peine le sol. Ces 240 personnes cachées, c'est pas vraiment caché parce qu'on sait où ils sont, mais enterrés dans leur village souterrain, sont les survivants d'une population qui a été totalement décimée, pas par les musulmans là pour le coup, mais par la peste. Et donc on s'est réfugié dans des sous-sols et on est resté dans ces sous-sols parce qu'on n'osait plus sortir le bout de son nez. Chlouch en 1906 en Libye. Voilà. Alors, ce qu'on nous rapporte aussi, ce qui est un dénominateur commun, c'est que les maîtres du Talmud Torah sont trop souvent ignorants. C'est des grandes lignes, ça. La nourriture de la population est sommaire, c'est du pain d'orge, des dattes et des figues, donc pas grand-chose. La situation est la même dans l'Atlas marocain, mais ça, nous l'avons déjà vu en détail. Et jusqu'en 1940, la superstition règne dans le monde juif des pays arabes, d'après un rapport de l'Alliance israélite. On parle de magie, on parle d'incantation, on parle d'amulettes, et de même qu'il y a cet archaïsme dans la foi, ou une foi qu'on n'arrive pas très bien à comprendre dans un Occident rationnel. Il y a d'autres phénomènes qui sont intéressants, et on en a aussi déjà parlé, c'est les mariages précoces. Et surtout, et ça c'est important, l'autorité patriarcale qui est exercée sur les enfants de la famille, y compris sur un fils déjà marié et déjà lui-même père de famille. Cette autorité patriarcale bloque quelque part un développement. Pas tout le temps, mais très souvent. Et ça nous donnera ensuite des mouvements de révolte de cette jeunesse qui se sont bridés, brimés, coincés par un patriarcat qui est immobile et qui ne voit pas venir les changements. D'un autre côté, ça nous donne aussi des gestes magnifiques d'un petit-fils qui baise la main de son grand-père. Ce sont des gestes de respect qui ont vraiment tendance à se perdre aujourd'hui, qui étaient vraiment de très, très beaux gestes. Alors, 1900 au Maroc. Dans l'agriculture, il n'y a que 4% de juifs qui sont actifs, avec des méthodes et des outils extrêmement sommaires. C'est le cas au Maroc, c'est le cas au Yémen. Au Yémen, il y en a un peu plus. En Libye, au Kurdistan. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas beaucoup d'agriculture? Tout simplement parce que très souvent, les Juifs n'ont pas le droit d'être propriétaires de terrain. Nous allons voir après pourquoi aussi. Il y a d'autres raisons encore. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'essentiel du monde juif, du travail du monde juif, c'est l'artisanat, le petit commerce et le colportage, essentiellement le colportage au Maroc. Et là, il y a des choses incroyables. Les hommes, les maris partent en voyage pour faire du colportage pour des périodes très longues qui durent de la fin de Pessah jusqu'avant Rosh Hashanah et la fin de Sukkot jusqu'au début de Pessah. Donc, grosso modo, 2 fois 5 mois par an, c'est des périodes très longues. Maintenant, je signale quand même qu'en Europe occidentale, on a des phénomènes similaires dans des vallées suisses où des gens partent pour des mois pour faire du colportage, ou les petits Savoyards qui venaient curer les cheminées qui passaient l'école de Savoie à pied dans la neige et qui ne pouvaient pas revenir avant le dégel du printemps. Donc, ce n'est pas spécifiquement juif, c'est le reflet plutôt d'une société où il y a des pauvres qui font ce qu'ils peuvent pour arriver à gagner leur vie. Il y a beaucoup de petits métiers. En Irak, on rencontre énormément d'enfants qui sont cireurs de chaussures. Mais alors, parmi les juifs, on est savetier, colporteur, fripier, ramasseur de mégots, marchand de frites. En Iran, devant cette pauvreté, les boulangers musulmans vendent le pain rassis à un prix plus bas aux juifs parce qu'ils sont incapables de payer le pain au prix normal. Je vous avais déjà raconté une partie de l'histoire de l'Iran quand on a
On parlait de l'Alliance israélite et on y reviendra à d'autres occasions. 1913, Raphaël Danone parle de familles qui vivent presque en esclaves dans l'Atlas marocain. Alors, ce ne sont pas des esclaves, c'est un servage, un véritable servage, et on se vend soi-même au caïd pour échapper à sa misère. C'est terrible, c'est terrible. Et cette situation va durer jusqu'en 1940 au Kurdistan, par exemple. Le juif est obligé de travailler gratuitement pour le caïd plusieurs jours par mois. En Irak, c'est pas pour le caïd, c'est pour la gamme, mais ça revient au même. On lui interdit de quitter le village, on l'interdit de vendre ses biens. Nous avons vu ça quand on a parlé de l'Atlas marocain. C'est vrai dans d'autres pays musulmans du Maghreb et un petit peu plus loin. Ce n'est encore une fois, ce n'est pas de l'esclavage, mais c'est un servage dont la seule issue est une alia discrète vers la Palestine. Ce qui explique, entre autres, un fin courant, un petit filet de juifs qui, en permanence, vont monter vers Israël et que seront un des éléments constitutifs de la population au début d'Israël. Il ne faut pas l'oublier, pas mal de juifs séfarades qui vont arriver en Israël et contribuer à la création de notre pays. Alors, parallèlement à ça, ces communautés juives dans les pays d'islam ont longtemps disposé d'une véritable autonomie juridique civile, c'est-à-dire éducation, religion, organisation du culte, bienfaisance relèvent de l'autorité de la communauté juive. Le pénal, lui, est jugé devant un tribunal musulman avec toutes les conditions d'arbitraire dont je vous ai déjà parlé. Ces communautés ont également une autonomie financière. Et figurez-vous que l'arrivée des colons français va tout changer. Les communautés marocaines, dorénavant, vont être obligées de rendre compte de leurs recettes et de leurs dépenses, alors que dans le même temps, elles ne touchent aucune subvention de l'État ou des colons français qui arrivent. Mais on exige des comptes. Des comptes, ce n'est pas toujours tout à fait limpide, nous verrons ça tout à l'heure. Dans ces communautés aussi, très souvent, l'autorité est confiée aux rabbins. Et parfois, on a des dynasties, des lignées de rabbins qui sont chefs de la communauté, pour des raisons souvent tout à fait valables. Et la communauté, elle, de son côté, va nommer les dayanim, les juges, qui vont former le Beddin, le tribunal qui règle les problèmes de la communauté. Alors, la communauté est représentée auprès du pouvoir central par le cheikh al-Yahoud, le cheikh des Juifs, le chef des Juifs, qui lui est nommé par les notables. La communauté est chargée d'encaisser la jizya. Vous savez tous ce que c'est, on en a X fois parlé, cet impôt spécifique qui frappe les Juifs et qui n'est pas une capitation puisque la communauté est taxée globalement d'un montant à payer au sultan ou au caïd, à charge pour la communauté de répartir le paiement de cet impôt entre ses membres. Vous voyez que ça va prêter à des petits problèmes de discussion. On a vu exactement la même situation en Pologne au XIIIe siècle. On l'a vu, ça fait un bon petit moment, mais exactement le même type de situation. Alors, la communauté fixe ce que chacun paye. Le problème, c'est qu'elle dispense systématiquement les pauvres. Ça nous semble normal, mais ça augmente la charge pour les autres familles, évidemment. La communauté a encore une autre fonction qui est moins sympathique. Elle est obligée de rassembler la main-d'œuvre qui est exigée par le caïd local pour faire des travaux qui ne seront évidemment pas payés. Mais on est obligé de désigner des volontaires désignés, justement, pour aller travailler pour le caïd. Elle assure également la communauté, la police dans le quartier juif ou dans le Mela. Maintenant, quelles sont ces recettes à la communauté? L'essentiel des recettes, c'est la taxe sur la viande cachère. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. C'est toujours encore la même source de revenus principale. Le trésorier est élu par les notables
Il collecte l'argent, supervise la bienfaisance, et la bienfaisance est souvent un poste extrêmement important dans les dépenses communautaires. Elle paye aussi, pas toujours, elle paye les enseignants. Alors, cette gestion communautaire est assurée par un conseil. Ça, c'est une organisation très démocratique, du moins en surface. Et puis par les rabbins. Ce conseil est constitué de rabbins et de laïcs, c'est-à-dire les laïcs des notables fortunés, évidemment, dont la fortune assure le poste. Et parfois, là aussi, se constituent de véritables dynasties de notables et qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, après une ou deux générations, ça arrive, ils ne sont plus forcément très fortunés, mais ils gardent le titre de notable et donc gardent la fonction à l'intérieur du conseil communautaire. Ces notables et ces groupes, ces conseils se retrouvent dans toutes les communautés du Proche-Orient. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces notables, donc quand même, je rappelle qu'au début, ce sont des gens fortunés, c'est parmi eux qu'on va trouver les premiers prémices des mouvements modernistes. Parce que ils se reconnaissent dans les lumières que l'Alliance apporte petit à petit. Ils ont aussi quelques contacts de par le commerce, que nous allons voir tout à l'heure, le commerce international avec l'Europe, et donc ils sont ouverts vers de nouvelles idées plus modernistes. Et c'est eux, en fait, qui feront littéralement craquer le monde ancien. Alors, on a déjà vu à l'instant, au Maghreb, le pouvoir colonial se mêle directement des affaires communautaires. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu du temps du sultan, et là voilà que sans aucune raison, ou des raisons intéressées, on se mêle des affaires communautaires. Et le pouvoir colonial réduit l'autonomie juridique des communautés, essentiellement au Maroc. Ça, c'est grave, parce que les communautés, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En 1918, notre fameux Lyautey, qui a été secourable avec les Juifs de Fès en 1912, on est là quand même que 5-6 ans plus tard, charge un Juif qui s'appelle Yahya Zagouri, un ancien interprète au consulat de France à Casablanca, d'appliquer la réforme afin de réorganiser les comités communautaires et les tribunaux rabbiniques. Qu'est-ce que Lyautey a besoin de se mêler, de redresser ou de réorganiser les communautés et surtout les tribunaux rabbiniques? Il ne sait même pas de quoi on parle là. Alors, Zagouri est nommé en 1919 à la tête de l'inspection des institutions israélites rattachées aux affaires chérifiennes. Il n'y aura plus de juges au Maroc sauf pour ce qui relève du statut personnel, c'est-à-dire les problèmes essentiellement les problèmes de mariage, la reconnaissance éventuellement de conversion, pratiquement ça s'arrête là. Les tribunaux rabbiniques n'ont plus de pouvoir, ou presque plus de pouvoir. Les fonctions des communautés sont considérablement, des conseils communautaires réduites, ils sont limités à l'assistance aux pauvres et à l'administration du culte. On va même plus loin. La fabrication de la mahia. Alors, vous savez, la mahia, c'est ce fameux alcool que fabriquent les Juifs, qu'ils boivent eux-mêmes copieusement, mais qu'ils vendent aussi à des musulmans un petit peu moins scrupuleux, mais ça, c'est la nature humaine, c'est comme ça. La mahia donnait lieu à tout un petit trafic comme ça, qui permettait à des gens de vivre. Et bien, voilà que la fabrication est contrôlée. Et évidemment, ça va entraîner immédiatement un marché noir de la mahia, qui va être florissant, qui va faire beaucoup d'argent, l'argent qui va souvent aider les communautés. Voilà. C'est toute l'intelligence de la France et elle a montré ses capacités au travers des décennies qui vont suivre. La France veut maîtriser le budget des communautés juives alors qu'elles ne contribuent en rien à leur fonctionnement. Et elle veut aussi réduire le nombre de protégés. Alors, qui c'est les protégés?
Ce sont des Juifs du Maroc qui ont obtenu, pour X raisons, bakshish, entre-gens, relations personnelles, peu importe, une citoyenneté européenne autre que française. Ça peut être des Belges, ça peut être des Anglais, ça peut être des Allemands, ça peut être voilà, toutes sortes de nationalités européennes que des Juifs marocains ont obtenues. Seulement, à partir du moment où ils ont une autre nationalité, ils échappent au pouvoir de la France, à son autorité. Et ça, c'est insupportable. Donc, on cherche à réduire le nombre de protégés. Ça ne va pas être très facile. Et ce système de la France va continuer jusqu'en 1945, donc pendant une bonne trentaine d'années. Le Daïr, c'est un décret du sultan du 7 mai 1945, réorganise la communauté juive du Maroc, mais le Congrès juif mondial de 1950, en 1950, constate que les communautés juives sont totalement soumises au pouvoir colonial comme en 1948. Donc, on vient de réorganiser ces communautés pour les soustraire à l'autorité du pouvoir colonial et pratiquement ça ne sert à rien puisque ce sont les mêmes principes qui prévalent et qui continuent. Pardon, je vous ai dit 1948, non. C'est les mêmes conditions qui prévalent que celles de 1918. Et là, nous sommes en 1950. Voilà. Alors, qu'est-ce que possèdent les communautés juives? Elles possèdent évidemment le cimetière et puis souvent quelques immeubles. Mais les budgets sont serrés. Et je vais vous donner un budget, celui de Tétouan, en 1904. Alors, faites pas le calcul, je l'ai fait, vous ne cassez pas la tête. 15 200 pesetas de recettes. La communauté verse 800 pesetas à Jérusalem au titre de la Chalouka. Vous savez que c'est cet impôt volontaire des communautés qui est ensuite partagé en Israël pour les étudiants des yeshivot. Nous sommes là au début du XXe siècle. C'est le système qui prévalait pour leur permettre de survivre. 800 autres pesetas sont donnés aux shlichim qui viennent d'Eretz Israël, donc des délégués qui viennent pour chercher de l'argent. 3000 pesetas sont dévolus aux médecins des pauvres, qui est payé par la communauté pour soigner les pauvres de la communauté. 2280 pesetas, c'est précis, sont dévolus au balayage et au nettoyage des rues du Mélar, parce que, figurez-vous qu'au Maroc, les villages arabes sont nettoyés par l'autorité, mais pas le Mélar. Pas le Mélar. Voilà. Et puis, il y a 2000 pesetas en subvention aux écoles. Grosso modo, ça fait 9000 pesetas sur 15 200 pesetas. Il y en a 6000 qui sont passés, on ne sait pas trop où. Alors voilà, ça c'est un petit peu l'obscurité des comptes communautaires et ce qui peut peut-être expliquer, mais ce n'est pas une justification valable, la volonté des Français de mettre la main dessus. Ça explique aussi certains comportements de chefs de communauté, pas toujours très élégants. Voilà. Donc des comptes plus ou moins opaques et non publics. Le gouvernement de la communauté, je vous l'ai déjà dit, est assuré par quelques familles. Les fonctions sont bénévoles, évidemment, ce sont des gens plutôt nantis en général, et donc, comme elles sont bénévoles, elles sont assurées par des personnes aisées. Le Maroc du XVIIIe et du XIXe siècle voit des familles de rabbins qui dirigent de génération en génération et parfois possèdent leur propre synagogue qui a été financée par quelques notables. Et ça, c'est assez intéressant parce que on a souvent eu au Maroc des endroits où vous aviez une synagogue tenue, souvent installée dans la maison d'un notable qui avait une belle maison, qui l'entretient entièrement, et les gens du quartier pauvres viennent dans cette synagogue, ne payent pas de budget, ne payent rien, participent à la vie communautaire parce qu'il y a quelqu'un qui se dévoue pour cette communauté. Ça, ce sont des gestes très, très beaux. Et voilà l'explication. Souvent, c'est guidé par un rabbin et on arrive à avoir des communautés qui fonctionnent comme ça, plus ou moins. Alors, le dirigeant est très souvent légitimé par son ascendance.
notamment le dirigeant rabbinique, fils ou petit-fils de rabbin ou de dayan. Donc, cet héritage de fonction, si vous voulez, basé sur le savoir en Talmud et en Torah de ce petit-fils, mais le savoir, lui, il n'est pas héréditaire. Grand-papa et papa, oui, ça va bien, mais ça ne veut pas dire que le savoir du père passe au fils obligatoirement. C'est souvent le cas, ce n'est pas toujours le cas, et ça nous donne parfois des rabbins qui sont un petit peu légers dans leur appréciation. Alors, on a aussi au Maroc une petite élite séfarade. Alors, séfarade au sens originel du terme, c'est-à-dire des Juifs venus d'Espagne, qu'on appelait les Mégorachim, et cette petite minorité va maintenir son contrôle jusqu'à la fin de l'histoire du Maroc par l'intermédiaire notamment du Cheikh Al-Yahoud, qui est souvent une émanation de cette minorité Mégorachim, ou du Nassi, le Nassi qui est un prince, qui est le rabbin, l'autorité rabbinique. Quelques Juifs privilégiés également, ce sera vrai dans les autres pays aussi, servent à la cour, mais ils ne sont absolument pas représentatifs du judaïsme marocain, dans toute la mesure aussi où, au contraire, ces privilégiés se séparent naturellement par un véritable fossé social du reste de la communauté. Et ils sont, eux, justement, cette source de mémoire divergente, différente, sur l'histoire des Juifs au Maroc. Mais on peut comprendre, ils sont arrivés dans d'autres sphères. On aura là exactement la même chose en terre chrétienne. Et un des personnages séfarades les plus célèbres sera Abarbanel, qui est le financier et le conseiller en bancaire d'Isabelle la catholique, qui, lors de l'expulsion des Juifs d'Espagne, lui proposera à lui, parce qu'il est extrêmement utile, de rester en Espagne, et qu'on en était très proche. Et il a refusé en disant « j'accompagnerai mes frères dans l'exil », dont Isaac Abravanel, qui ensuite est devenu le financier du roi du Portugal, et il a dû fuir le Portugal aussi, et on le retrouvera plus tard à Venise, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, alors, à l'occasion, ces personnages haut placés pratiquent aussi l'abus de pouvoir. Et les Juifs qui sont tellement habitués à l'autorité qui les opprime, je parle de l'autorité musulmane, acceptent ces abus de pouvoir et ne rechignent pas. Ils savent que l'autorité est synonyme d'écrasement, quelle qu'elle soit musulmane, qu'elle soit du sultan, du caïd, ou même du président ou du cheikh al-Yahoud, comme on l'appelle. Et par exemple, on a en 1913, en Irak, dans un village qui s'appelle Hanekin, un chef juif local qui emprisonne quelques administrés et, pour confisquer une partie de leurs biens, à son profit évidemment, et qui détourne également une partie des revenus de la communauté. Alors, c'est un tyranno, il n'y en a pas beaucoup quand même, il faut le dire, il y en a très très peu, ils sont peu nombreux, et dans l'ensemble, ces événements malheureux ne doivent pas masquer l'extraordinaire dévouement des chefs communautaires au bénéfice des communautés, et notamment des pauvres, de la bienfaisance dans ces communautés. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est vraiment, vraiment vrai, leur bénévolat était très, très, très dévoué à l'aide très loin. Les administrateurs, évidemment, ne sont pas payés, et par contre, ils vont contribuer, sous la pression de l'Alliance israélite et des Lumières, à réformer la société au tournant du XXe siècle, début des années 1900. Ils sont en général modernistes, hébraïsants, occidentalisés, en rapport avec l'Europe, donc ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, ouverts à un monde différent et beaucoup plus policé, beaucoup plus civilisé, ce qu'il faut dire, et également, ils ont accès à des journaux en hébreu, à la presse hébraïque, et ils ouvriront donc la voie vers plus d'autonomie et également vers le sionisme. Donc nous sommes là au tournant du XXe siècle. En 1876, Joseph Halevi parle de l'esprit de discours. On change complètement de sujet. Ça ne va pas être terrible, là, ce que je vous raconte.
Joseph Halévy, un délégué de l'Alliance, parle de l'esprit de discorde pour des motifs les plus futiles à Mogador. Mogador et Saouira. Et de fait, ça, c'est pas terrible ce que je vais vous raconter, et c'est tellement antinomique de ce que je viens de vous dire, et pourtant les deux choses fonctionnent ensemble. On y va. Il y a l'esprit de clan qui fonctionne. Il y a des bagarres faction contre faction. Il y a des coteries. Il y a des écoles séparées. Je vous avais raconté déjà que, notamment à Tanger, les mamans qui venaient voir le directeur de l'Alliance pour lui dire, écoutez, n'asseyez pas ma fille à côté de petites filles pauvres. Voilà, parce qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Alors, ces divisions, on va les retrouver dans toutes les communautés du Maghreb. Mais je vais tout de suite vous assurer, je ne suis pas là en train de faire une critique en règle des Juifs du Maghreb. On retrouve exactement le même type de comportement dans les communautés russes, polonaises ou françaises, à d'autres occasions, dans d'autres occurrences, mais avec les mêmes résultats. C'est la nature humaine, voilà, rien à faire. Mais donc, on raconte maintenant le Maroc, donc parlons du Maroc. Alors, l'unité, la solidarité, l'esprit de clan, ça, c'est l'éclairage extérieur. C'est quand un goy vous dit « Ah, vous les Juifs, vous vous serrez les mains, vous vous serrez les coudes. » Oui, bon, ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. À l'intérieur, ce n'est pas toujours comme ça. Parfois, c'est un petit peu plus tangent. Oui, c'est vrai. Mais cette façon de voir du monde extérieur, cette vision d'unité, c'est aussi une façon de cataloguer les Juifs comme tous les Juifs sont. Voilà. Vous êtes solidaires, donc tous les Juifs sont à Proguin, je ne sais pas, n'importe quoi. Et montre aussi, cette façon de cataloguer les gens, que chaque Juif, chaque individu, c'est valable au Maroc, en Europe, c'est valable aujourd'hui en Israël, c'est valable aujourd'hui en diaspora, que chaque Juif doit avoir l'esprit de responsabilité quand il se comporte de façon à ce que son bon comportement rejaillisse sur la communauté, ça on le reconnaît rarement, mais son mauvais comportement jette le discrédit sur toute la communauté. Ça, c'est un point essentiel qui n'a rien d'historique, que je souligne et qui me tient énormément à cœur. Trop de comportements de gens, ce qu'on nous raconte, ne serait-ce que les voyageurs israéliens dans les avions. Quand on descend d'un avion rempli d'Israéliens, le parterre est une poubelle. On peut mettre son journal plié sur le siège. Ce sont des comportements inadmissibles et qui jettent le discrédit sur notre communauté. Nous avons une responsabilité l'un vis-à-vis de l'autre parce que nous sommes vus comme un groupe. Et nous sommes un groupe. Malgré les dissensions, nous allons le voir tout de suite. Voilà. Alors, après mon quart d'heure moralisateur, je vais m'arrêter là. Ça ne m'appartient pas. Les communautés marocaines sont divisées de façon objective aussi par des problèmes de langue, parce que certains juifs marocains parlent le judéo-espagnol, d'autres le judéo-arabe, d'autres le tamazigue, d'autres, dans une période plus récente, le français. Ils sont ici divisés par leur origine. Nous avons les Megorachim, on l'a déjà vu, les juifs espagnols qui vivent essentiellement au nord du Maroc et qui ont un mépris souverain pour les juifs arabes de l'intérieur, juifs arabes entre guillemets, mais c'est comme ça qu'ils les voient, qui eux-mêmes ont un souverain mépris pour les juifs de Mzab ou les juifs de l'Atlas. Les maîtres de l'Alliance israélite eux-mêmes sont tombés dans le panneau de ces différenciations sociales et distinguent entre les Espagnols et les indigènes Rabat ou Marrakech ou les Juifs des campagnes vivant dans les Mellahs et qui sont, eux, vus comme des berbères nomades. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait faux. Toute cette histoire des berbères, je vous l'ai racontée, je ne reviens pas dessus. Tout ce monde vit côte à côte, sans se côtoyer et en se détestant très souvent. Et voilà la vision d'un professeur d'Alliance de Casablanca. Les indigènes
physiquement et moralement, ne peuvent être distingués des Arabes, faciles à reconnaître par leurs défauts d'entretien de leur personne ainsi que de leur intérieur. Pas très sympathique comme description, mais peut-être assez réaliste. En 1897, à Casablanca toujours, on trouve toutes ces divisions représentées dans la communauté et également tous ces clivages entre les Européens, les Tangérois, les Tétouanais, qui se tiennent, notamment les Tétouanais, qui se tiennent à l'écart de tout le monde, les autres rappelant des forasteros. De même, il y a des Juifs qui vont suivre Lyautey en 1904. Ça, c'est une petite histoire intéressante. Ils vont passer la frontière du Maroc et se rendre en Algérie. Mais ils ne se mêlent pas aux locaux. Les Juifs d'Algérie ne fréquentent pas les Juifs de Debdou au Maroc, qui viennent donc en Algérie, et ceux-ci ne fréquentent pas les Juifs des confins du Sud, d'après un rapport de 1931. Alors, une petite bourgeoisie, au début du XXe siècle, s'est hissée hors du Mela. À force de travail, à force d'acharnement, ils ont réussi à s'extraire du Mela et pour essayer d'aller habiter dans les quartiers soit juifs, soit les quartiers européens. Mais en sortant du Mela, ils éloignent leurs enfants de ceux de leurs anciens voisins. Parce que maintenant, ils sont dans une autre catégorie sociale. Et notamment, ils évitent l'alliance israélite, qui est nettement moins prestigieuse quand même que l'école anglaise. On a la mémoire courte, je vous rappelle que l'école française refusait les petits juifs. Ben là, voilà, on essaie de se précipiter vers l'école anglaise. Ce mépris, cette fracture entre les couches de la société, irradie du haut vers le bas. Les Espagnols, les Juifs arabes, les Juifs de l'Atlas. Et on trouve toujours un inférieur qu'on peut mépriser. Exactement la même chose que les Arabes qui sont dans une situation aussi catastrophique que les Juifs, mais qui méprisent les Juifs parce que les Juifs, c'est quand même pas des Arabes. Hein. Eux, ils sont dhimmis. Moi, je suis un Arabe, je suis mieux. Mais on retrouve un peu la même hiérarchisation dans les comportements et dans les regards. En 1895, Navon écrit « 20 familles venues de Constantinople, égoïstes, avares, prétentieuses. Ces Juifs espagnols se croient d'essence supérieure et regardent de haut en bas leurs frères marocains. » C'est clair et net, c'est dit, et en termes pas voilés du tout. Les professeurs de l'Alliance israélite qui sont venus d'Europe au début ont eu la même attitude à l'égard de leurs collègues marocains. Ils sont venus, eux, barder des savoirs occidentaux avec des instituteurs marocains plus ou moins formés. Ça n'a pas duré très longtemps parce que très rapidement, intelligemment d'ailleurs, l'Alliance israélite va former des instituteurs séfarades pour le monde séfarade qui seront mieux en phase et en connexion avec la population locale. Alors, ce mépris, il passe les époques et les frontières aussi. Et les Juifs ashkénazes de Palestine, à mon grand dam, ben il faut le dire, auront le même regard péjoratif envers les Juifs du Yémen arrivés en 1880, pourtant des Juifs qui sont arrivés avant seulement l'arrivée des Juifs russes du Bilou, donc très très tôt dans le mouvement sioniste, qui seront ostracisés et vus comme des arriérés par ces Juifs voulant construire une identité laïcisée. Ah, ça, on touche quelque chose d'extrêmement sensible. Ce problème d'une société laïcisée est exactement la source de nos problèmes et de nos fractures contemporaines. Je vous rappelle que les Juifs du Yémen, quand ils sont arrivés, étaient vus comme des Arabes juifs, tout simplement. Pas des Juifs arabes, des Arabes juifs. Donc, traités comme tels. Alors, ce mépris ethnocentré fera dire en 1917 à Chaim Zitlovski, lorsqu'il y a eu la guerre des langues en Israël, en 1917, il y avait une guerre, on va en parler, guerre des langues, quelle va être la langue d'Israël? Alors, évidemment,
grande majorité, dit le yiddish. Évidemment, la majorité des Juifs sont yiddishisants. Et puis, Ben Yehuda va s'opposer, bien d'autres encore. C'est une histoire que je vous raconterai en son temps. Toujours est-il qu'il y a une guerre des langues et l'ivrite a fini par imposer. Mais Zitlowski dit en 1917, et il n'est pas le seul, celui qui ne sait pas un traître mot de yiddish, en réalité, c'est un demi-goï. Voilà. Donc, je crois que pas mal d'entre nous, nous sommes de demi-goïs. Mais ça ne fait rien, on est quand même bien en Israël. Alors, il n'est pas le seul à avoir ce point de vue. C'est la conviction, en fait, d'un monde qui ne voit le judaïsme qu'au travers du monde ashkénaze, qui est largement majoritaire. Je vous le rappelle, le rapport de la population ashkénaze par rapport à la population sfarade est de 1 à 10. Il y a environ 1 300 000 sfarades dans le monde et environ 14-15 millions de juifs ashkénazes à l'époque. Donc, effectivement, ils sont infiniment plus nombreux. Donc, c'est cette vision à travers un prisme ashkénaze et c'est vraiment pas ils n'ont vraiment pas la volonté de partager un projet avec une communauté juive d'Orient jugée abétie par leur foi aveugle et leur superstition. À Casablanca, en 1910, pardon, il y a 3 groupes de juifs. Il y a les Shilach, qui descendent des anciennes communautés juives du Maroc, les plus anciennes communautés. Il y a les Forasteros, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les juifs indigènes. Et il y a les Roumis, qui sont les juifs espagnols. 3 groupes qui ne se fréquentent pas. Voilà. Alors, il y a aussi des fractures entre les communautés elles-mêmes. Par exemple, et ça, vous allez voir, c'est un exemple absolument savoureux, Fès et Meknes se détestent. Voilà. Sauf que Fès, qui est plus riche, aide la communauté de Meknes, envoie beaucoup d'argent, beaucoup de tzedaka pour soutenir les pauvres de Meknes. Laquelle Meknes affiche un mépris souverain pour Fès, parce qu'à Meknes, on a toujours eu beaucoup plus de rabbins qu'à Fès. Alors voilà, c'est très curieux, ce phénomène d'un côté d'un mépris absolu, je vais vous donner d'autres exemples, d'un mépris absolu et d'un autre côté d'une entraide tout aussi absolue et vraiment volontaire. C'est très intéressant. Non, moi, je n'arrive pas à l'analyser, on va laisser ça à de fins psychologues, mais voilà ce qui se passe. Alors, les Meknessi détestent cordialement les Fassi, qui détestent cordialement les Meknessi, mais ils s'entraident. Voilà. Et alors, comme dit, même ces attitudes de mépris n'empêchent pas le tissage de liens extrêmement puissants entre les communautés divergentes, différentes. Par exemple, Debdou. Alors, Debdou, c'est une ville un peu particulière au Maroc. C'est la seule ville où la communauté juive est plus importante que la communauté musulmane. Donc, plus de 50% de la population de Debdou est juive. Eh bien, Debdou noue des liens très étroits avec l'Etsen et se déteste cordialement. Et noue également des liens avec le littoral et les communautés du littoral qui, elles, alors, pour le coup, sont sensiblement plus riches, puisque c'est là que se passe le grand commerce, nouent des liens avec les communautés de l'intérieur. Tout ceci en se méprisant cordialement les uns les autres. C'est assez curieux comme phénomène. Et cette solidarité, ce n'est pas un mythe du tout. Il y a des réseaux d'assistance extrêmement développés, mais les clivages que je vous ai exposés avant contredisent totalement ce fameux mythe de l'homogénéité juive. Ces communautés, en fait, sont un laboratoire de lutte sociale, de stratégie d'ascension et de descente ou de dégringolade. Des gens qui montent, des gens qui descendent. Un phénomène de la vie partout. Une génération construit, la deuxième consolide, la troisième détruit, pendant qu'une autre va se construire et une autre descend. Voilà. Ce sont les phénomènes qu'on trouve.
Et c'est à ce moment-là qu'on voit certaines classes d'âge, notamment les plus jeunes, faire part d'un véritable attrait pour le sionisme. Et en fait, cet attrait pour le sionisme, c'est le reflet d'une rébellion contre les grandes familles qui dominent les communautés et qui bloquent toute dissidence. Le sionisme, dans une belle frange de la jeunesse marocaine, est vu comme une revanche des jeunes générations issues des classes moyennes. Donc, on coule cocotier, on est en train de dire maintenant ça suffit. Et les classes dirigeantes ne seront pas contentes du tout, elles vont réagir assez fermement. Autre phénomène qui est propre aux communautés marocaines, c'est qu'elles s'engagent très peu dans l'action politique. Il y a quelques individus qui vont rentrer en politique parce qu'ils sont dans les arcanes du pouvoir, dans les cercles rapprochés du sultan ou du caïd, mais ce sont des individus. La communauté escalitée ne s'investit pas en politique, on va voir tout de suite pourquoi. Pas du tout, donc elle ne représente pas non plus un poids. Il n'y a pas de politique juive déterminée. Alors, les quelques-uns qui gravitent en politique s'éloignent obligatoirement de la communauté. Et donc, ils n'apportent rien à la communauté. Ils ne vont pas soutenir la communauté. Et ça, c'est important, parce que ce n'est pas leur rôle. Ils ne sont pas en lien avec cette communauté. Cette timidité en politique est essentiellement due à l'atavisme qui est le fruit du statut de dhimmi. Évidemment, on est un citoyen de zone inférieure et donc on n'a pas à se mêler de politique. Ça va nous retomber sur le coin de la figure. Ce statut de dhimmi bloque les esprits, bloque l'esprit de révolte, bloque l'envie de sortir de ça. Et puis aussi, l'envie de politique se heurte aussi à une opposition catégorique des rabbins qui sont méfiants à l'égard de tout ce qui vient du monde moderne. Alors ça, c'est un phénomène récurrent dans toutes les communautés du Maghreb, mais également dans les communautés ashkénazes, où les rabbins n'aiment pas beaucoup voir la modernité rentrer dans les communautés, parce que ça met leur pouvoir en jeu. Donc voilà, ils sont méfiants. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle ils ne s'engagent pas en politique, c'est que l'arrivée des coloniaux, c'est important, va les délivrer du statut de dhimmi. Ils n'en demandaient pas tant, hein. Ils sont heureux. On sort du statut de dhimmi, alors la politique, on laissera ça aux autres. C'est tout ce qu'il nous fallait, c'est qu'on sorte de ça et qu'on soit libéré. Et même vis-à-vis du nationalisme turc ou arabe, on ne bouge pas par crainte et par souhait de maintenir les Européens présents dans les terres arabes. Donc, tous les mouvements nationalistes arabes, musulmans ou turcs, n'ont pas l'approbation des Juifs qui craignent que le départ des Européens et l'avènement de nations indépendantes les replongera dans le statut de dhimmi. Alors ça, c'est vrai partout, sauf dans un pays. Et ça, vous pouvez le deviner très facilement, c'est en Algérie. En Algérie, parce que les Juifs sont véritablement attachés à l'envahisseur français, qui a été en même temps un libérateur, et ils se sont montés très attachés à la France, notamment en 14-18, pendant la guerre, et les Juifs épousent la cause de la France pour des raisons évidemment bien entendues, notamment le fameux décret Crémieux, qui va libérer, qui va donner la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie, et qui va permettre aussi, ce que souvent on ne sait pas, mais je reviendrai sur le décret Crémieux en détail, parce que ça c'est un énorme morceau, mais il permettait également aux musulmans d'avoir la nationalité française, à condition qu'ils la demandent et qu'ils renoncent à un certain nombre de leurs traditions, notamment la polygamie. Mais c'est une autre histoire, on ne va pas faire ça ce soir. Et quand on parle d'engagement ou de non-engagement politique, en Égypte, sur une communauté de 50 000 membres,
il se trouvera seulement 150 juifs à s'engager dans le corps des muletiers de Sion qui ont été incorporés à l'armée anglaise. Voilà. Alors, je vais juste encore une minute. Il y a une seule exception à ce non-engagement politique des Juifs dans les pays musulmans. Il s'agit, c'est un chapitre qui est assez peu connu. En 1920, de nombreux intellectuels juifs ont participé au combat de la gauche, surtout dans le Parti communiste au Maroc. Alors, écoutez bien, 1920, des juifs communistes au Maroc qui participent à un combat politique. Alors, mais qui c'est ces juifs? Ils participent pas seulement au Maroc, également en Irak et en Égypte. Et ce sont des juifs qui, dès 1905, ont immigré dans ces trois pays, Maroc, Égypte et Irak, des juifs ashkénazes. Des juifs ashkénazes qui ont créé dans ces trois pays des sections du Bund socialiste polonais. Alors ça, c'est quand même une histoire très, très surprenante. On a des juifs ashkénazes, polonais, bundistes, donc non religieux, qui débarquent en 1905 dans ces pays musulmans pour fonder des cellules du Bund et ensuite des cellules communistes. Donc, en résumé, si vous voulez, c'est une histoire assez amusante, on peut s'étendre dessus. Ils n'arriveront à pas grand-chose, évidemment, notamment à cause de la présence de la France, mais également le Maroc, ces pays musulmans sont totalement rétifs à l'époque à toute idée de socialisme ou de communisme ou d'athéisme. Il ne faut pas oublier que le Bund était socialiste et non religieux, donc c'est vraiment des mécréants de la pire espèce. Ils n'avaient pas beaucoup de chances d'arriver à quelque chose dans ces pays. Donc, avant la présence des colons français, il n'y a pas de possibilité de politique au Maroc, pour la bonne raison que nous avons le statut de dhimmi, on a juste le droit de se taire, et après, le pouvoir colonial entrave toute vie politique et toute volonté de s'ériger en parti pris ou parti politique tout simplement. Il y a des réussites individuelles politiques, mais malgré l'engagement, des engagements individuels assez nombreux, le Maroc est collectivement divisé. Le juif ne forme pas un groupe de pression politique et compte pour peu, tant dans la politique marocaine que dans la politique française. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et la prochaine fois, je vais vous raconter le contre-pied de tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est-à-dire cette formidable solidarité entre les Juifs marocains, malgré leurs oppositions fondamentales. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, et si je sais répondre, je répondrai avec plaisir. Bon, ben, tout le monde est fatigué. Et le grand chef, il n'est pas là. Vous pouvez aussi envoyer des messages par écrit, hein, si vous préférez. Voilà, voilà. Toda Rabba. C'est une bonne question. Il y a une dame qui a écrit le choum. Oui, mais j'ai répondu, le Choum, ce n'est pas une ville. Le Choum, c'est l'acrostiche de Francfort, Mainz, Non, pas Francfort. Speyer. Elle écrit justement non, pas Francfort, mais Worms. Worms, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est exact. Je suis en train, mais je n'ai pas vu. Donc, il est notre ami. Merci, Tania. Eh bien, monsieur Bodbol.
Je ne vais pas continuer parce que je vous emmène dans un nouveau chapitre. Alors, on va s'arrêter là quand même, mais on n'a pas fini avec le Maroc. On a encore plein de choses à raconter. C'est pour ça qu'elle est partie. Merci Nelly. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il embête tout le monde, là, le monsieur. On se retrouvera dans 15 jours pour la suite des événements. Et dans 15 jours aussi, ça c'est lundi, le mercredi soir, mais je vous le rappellerai, il y aura une conférence à Khiba de Madame Marie-Claire, je crois, Akiba Aigri, qui va nous raconter l'histoire de son père et tout l'environnement qui a été enlevé en 1962 au moment de la signature des accords d'Évian. Lui, comme 3000 autres Français, il n'a pas été enlevé, me semble-t-il, comme juif, mais comme Français, malheureusement enlevé, assassiné et son corps a été jeté quelque part. Et elle raconte tout cet épisode. C'est un livre très touchant qu'elle a écrit. Elle nous le présentera dans 15 jours. Ben, j'ai envoyé un WhatsApp à Johan, mais il ne réagit pas. Bon, mais je ne sais pas ce qui se passe avec notre ami, mais il embête un peu tout le monde. Hein? Il fait dodo. Peut-être un matelas. Alors, ça s'en occupait chez lui. Il est au téléphone. On voit lui un WhatsApp. Mais j'ai envoyé. Bonsoir Ariel. Tu n'as rien à rajouter? Il ne peut pas ouvrir son micro. Ah, tu ne peux pas ouvrir le micro. Ah, c'est vrai. Bon, il doit avoir un problème, hein, parce que ce n'est pas son habitude à Johan de ne pas être là. Merci. George. Les gens, ils écrivent. Ah, Brigitte, c'est une très bonne question. Je pense chez les Esquimaux. Brigitte demande quel est le pays où les Juifs n'ont pas été persécutés. Je pense chez les Esquimaux. Regarde ce qu'il a écrit en ligne. Hein? Oui, quelqu'un écrit qu'il y avait des Juifs comme le rabbin Mordechai Abisserov qui allait de Marrakech à Tombouctou. Tout à fait. Parce qu'il y avait des communautés à Tombouctou, nous l'avons vu ça. Et il amenait son enseignement. On a vu aussi son nom m'échappe, qui a voyagé avec le père Foucault. Séror, me semble-t-il, je ne suis pas sûr, qui a voyagé dans toutes ces communautés, qui a fait le lien. C'est rabbin aussi. Et voilà. Mordechai Abisseror, oui. C'est ce qu'on me dit ici. C'est qui à l'appareil? Monsieur Rigel, d'accord. Ben, je t'ai pas reconnu ta voix. Attends, il y a un monsieur Rigel qui demande quelque chose. Oui, Moshe, bonsoir. Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais les Juifs d'origine italienne, notamment les Livournais, on va les retrouver beaucoup en Tunisie et en Algérie.
Voilà, c'est ça, en Tunisie, pas au Maroc. Et ah oui, ah, ça j'ignorais, mais ça c'est intéressant. Mais on va parler des Juifs livournais quand on parlera de la Tunisie et, et, et de l'Algérie, parce qu'ils ont ici, ils n'ont pas été massivement présents en Algérie, mais ils ont fait énormément pour l'économie. Non, 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 pas du tout. Non, non, surtout pas. Voilà, oui, Daniel Abel écrit, exact, les Juifs de Livourne s'appelaient les Granats. Et voilà, mais c'est une histoire intéressante, Livourne. Mais c'est un autre chapitre. En tout cas, merci beaucoup. Un grand bonjour à ton épouse. À bientôt. Chodesh Tov. Voilà, voilà, bah, tout le monde part et ils ont bien raison. Hein, Absolument. Mais je vais rester avec vous jusqu'à ce que le monsieur vienne. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, parce que les gens ne peuvent pas ouvrir les micros. Ben non, je sais, personne ne peut ouvrir son micro, c'est un peu dommage. Ouais. Mais ça ne fait rien, vous gardez vos questions pour la semaine prochaine, pour dans 15 jours. Non, non, c'est bon, il peut poser des questions là. Ah oui, où tu as passé, toi, monsieur? Voilà, alors je prends le micro, merci. Johan, la Madnoum de l'Ilmod, à propos des Tétouanais, des 6000 pesetas qu'on ne sait pas où elles sont passées. Il y a une chose qui est, avec votre permission, qui fait partie de ce caractère, je ne sais pas quelle est l'origine, mais ce qu'on appelle Matana Basseter. Oui. Des fois, il m'arrive d'aller, des fois, bon, je viens de l'étranger, j'arrivais en France ou comme ça, on me disait, monsieur, est-ce que vous voulez un reçu? Et je dis, merci, vous voulez un reçu, on vous donne un reçu, vous voulez pas un reçu, on vous donne pas un reçu. Mais je savais que c'est pour une caisse un petit peu comme ça. Et je peux raconter en quelle année j'étais allé, en 78, oui. J'étais encore, mes parents étaient encore, j'avais été bloqué, la porte de l'immeuble de mes parents était fermée. Et à 11h30 du soir, je vois un directeur de banque qui rentre comme un voleur, n'est-ce pas, dans un bâtiment, j'allais dire Neuilly à Casablanca. Il rentre, il regarde, avant de rentrer, il regarde s'il n'y a personne dans la rue, il rentre. Et avant de sortir, je vois, il sort la tête, ça n'a pas pris une minute, et il regarde, il n'y a personne, hop, il file comme un voleur. Et je me suis dit qu'il est possible que dans cet immeuble-là, on était un jeudi soir, que dans cet immeuble-là, il y ait une famille aisée, n'est-ce pas, qui s'est retrouvée avec tous ses comptes bloqués, peut-être même un bateau qui n'a pas été assuré et qui a coulé, enfin je ne sais pas. Et il est allé là-bas sans que personne ne le voie. Moi, j'étais dans la voiture, il ne pouvait pas me voir dans une voiture, pour mettre de l'argent pour qu'il puisse acheter des affaires pour Shabbat. Enfin, c'est comme ça que j'ai vu. Et le monsieur était tétouané, n'est-ce pas? Donc, Oui, c'est ce qu'on appelle des caisses noires. Chez les tétouanés, ils font quelque chose, on ne voit pas tout le matana, mais qu'il soit à Tétouan, qu'il soit à Casablanca ou ailleurs, il y avait quelque chose chez eux. Est-ce que ça vient aussi d'Espagne ou des Arabes? Je ne sais pas. C'est le principe de la tzedaka. C'est le principe de la tzedaka qui doit être… Voilà, c'est ça. Il y avait quand même quelque chose comme ça. C'est normal. Ça, c'est normal. La tzedaka, on ne doit pas dire à qui on fait de la tzedaka. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'était de ma mère qui était une femme ashkénaze, n'est-ce pas? Bon, elle faisait du social aussi après le travail. Il fallait se déplacer avec des habits pour aller dans des familles, donc ça se voyait. Mais pour mon père, ce que je sais un petit peu, ce sont des gens qui m'ont raconté. Je peux te dire qu'aujourd'hui encore, moi je viens d'une communauté à Colmar, où aujourd'hui encore, il y a une caisse de bienfaisance qui intervient pour certaines personnes, sont au courant, le trésorier et le président, et personne dans la communauté ne sait qui bénéficie de l'aide de cette caisse, et ça doit être comme ça. Voilà, c'est ça. Il y a aussi ça pour… Bien sûr. Oui. Et de ce que vous avez aussi parlé, quand il y a eu le pogrom de 1912, les Meknassi, ils ont aidé énormément
les fascis, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Il y a eu un retour, Fascis pendant absolument. le pogrom. Mais c'est ce qui est très étonnant. Ils se détestent, mais ils s'entraident. Voilà, et pour ne pas rallonger un petit peu, puisque on n'a pas voulu tout à l'heure entrer donc dans la politique. Alors, une des familles qui a quitté le Mela pour aller dans cette Meknes Jdid, n'est-ce pas, Meknes la nouvelle, n'est-ce pas? Et donc, ou une directrice d'une école juive ou d'un Talmud Torah ou une des enseignantes avait un petit garçon dont les parents avaient quitté le Mela pour aller dans ce Meknes Jdid, le Meknes nouveau, qui s'appelait Arié Deri. J'arrête là. Bah oui, c'est son histoire, hein, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Ariel. Comme toujours, c'est passionnant. Merci à vous de me mettre les points sur les i. J'ai beaucoup de i, mais je n'ai pas les points. Merci beaucoup. Est-ce que je peux dire, entre parenthèses, lors du décret Crémieux, le côté religieux n'était pas d'accord pour ce décret-là en Algérie. Oui, absolument. Absolument. Oui, mais il y a eu deux stades avec le décret Crémieux. Écoutez, l'histoire, le décret Crémieux, c'est une histoire compliquée qui se passe en plusieurs étapes. Ça commence pas en 1870, mais ça commence déjà en 1845. La préparation à cette idée du décret Crémieux, elle s'est faite par étapes. Je ne sais pas si vous savez, en 1871, on a voulu annuler le décret Crémieux. Et c'est grâce à l'intervention… Parce qu'il y avait des antisémites en Algérie. Absolument. Et c'est grâce à l'intervention des Rothschild que ça n'a pas été fait. Non, ce n'est pas à cause des antisémites, c'est à cause des Arabes qui s'étaient révoltés contre la France à cause de ce fameux décret Crémieux. Et c'est toute une histoire… Oui, mais enfin, les antisémites là-bas étaient contents aussi. Hein, pas que… Ah, ben, il y en avait pas mal, oui. Puis il y avait les colons français aussi. Les antisémites n'ont pas manqué en Algérie, Dieu merci. On disait que 60% des Français en Algérie, c'était des Espagnols et des Portugais, en tout cas à Oran. C'est ce qu'on disait là-bas. Et donc l'antisémitisme là-bas était quelque chose d'inimaginable, quoi. C'est des choses comme ça. Mais il y a aussi quelque chose que je voulais dire à propos des mariages précoces. Il faut quand même dire que quand la moyenne d'âge était de 45 ans en Europe, elle était de 37 et demi en Afrique. Il y avait aussi ce problème-là de marier les jeunes, il y avait aussi pas à cause des musulmans et tout ça. Et je me rappelle, à Casablanca, en tout cas, les rabbins, ils faisaient tout pour arrêter cette… C'est vrai. Il y avait aussi la crainte des viols sur les jeunes filles ou des ventes de jeunes filles qui étaient donc encore jeunes filles, justement. Oui. On les mariait tôt pour les mettre à l'abri. Il y avait aussi cette idée-là. Merci, Georges. Merci, Johan. Oui, c'est intéressant cette histoire de marier. Je me rappelle, quand j'étais arrivée à Lyon, j'étais dans un bus, c'était un bus d'Arabes, parce que j'étais dans un quartier qui était vraiment bien. Daniel, on n'entend pas bien. Daniel, parle bien dans le micro, on ne t'entend pas. Vous m'entendez maintenant? Le plus proche, mets-le dans ta bouche, qu'on t'entende. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. Vous m'entendez, d'accord. Alors, quand je suis arrivée à Lyon, au Tunisie, je suis arrivée à Lyon, je connaissais la mentalité. Quand j'étais assise dans le bus, une fois, il y avait beaucoup d'Arabes dans ce bus-là, et j'ai mis ma main, j'avais une bague avec une lettre, et j'ai tourné la bague, et c'était comme une bague d'alliance. Il y avait beaucoup d'Arabes autour de moi, et un qui voulait commencer m'a m'embêter, l'autre qui lui dit en arabe, Khaliam Joseph, laisse-la tranquille, elle est mariée. C'est la mentalité. On a entendu la fin. On n'entend pas bien, Daniel, on s'excuse. Bon, alors, comme j'ai dit, il y avait… Vous entendez bien maintenant? Non, on t'entend très mal. Non. On t'entend très mal. Prochaine fois, Daniel, désolé, on n'entendant pas. La prochaine fois, d'accord.